Sur ce thème de la création d'entreprise, et particulièrement de la création d'entreprise chez les jeunes. Est-ce qu'on peut créer une boîte quand on a 20 ans, 23 ans, 24 ans? Alors on est resté sur 23-24 parce que c'est un âge en principe de sortie d'école, de sortie d'études supérieures. Et donc la question c'est, est-ce qu'on crée à ce moment-là? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 30 ans et de l'expérience pour créer? Quels sont les avantages et les inconvénients de créer quand on est jeune? Quels sont les avantages et les inconvénients de créer quand on est moins jeune? Donc on va fonctionner en fait en 3 temps. Peut-être dans un premier temps, je vais rappeler rapidement quel est le processus de création d'entreprise, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire créer une entreprise. Ça va être le tout début. Et puis on passera aussi par une enquête qui a été faite il y a quelque temps sur la vision de la création d'entreprise par les jeunes. J'essaierai après de balayer quelques questions que j'entends souvent justement chez des jeunes créateurs. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'expérience. Si je crée une boîte et que je me plante, qu'est-ce qui se passe après pour trouver du boulot? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser quand on a 23, 24 ans. Et évidemment, je laisserai pas mal de temps, et vous pouvez d'ailleurs m'interrompre quand vous voulez, hein, pour des questions si vous en avez en cours de route. Peut-être en un mot vous dire qui je suis. Donc il y a un petit mot sur la fiche que vous avez vue qui dit que je suis prof à l'école centrale, que je m'occupe de création d'entreprises à l'école. J'enseigne aussi à l'ESSEC. Je suis le responsable d'un master spécialisé qui s'appelle Centrale ESSEC Entrepreneur. En fait, ce que dit pas ça, c'est que je m'occupe également d'une agence de l'innovation francilienne qui s'appelle Paris Région Lab, que j'ai créée en 2009, et dans laquelle, entre autres, on anime un très très gros incubateur d'entreprise. Un incubateur d'entreprise, c'est une structure qui accueille des entrepreneurs et qui essaie de les accompagner dans leur processus de création. On a dans nos murs à Paris à peu près 150 startups à un instant T sur différentes thématiques. Et ce que ne dit pas la fiche non plus, c'est que comment j'en suis arrivé là? Tout simplement parce que j'ai été amené assez jeune alors j'avais un peu plus que 24 ans, je crois que je devais avoir 27 ans, à créer une première société, éditeur de logiciels, avec un ami, Olivier Dellenbach, qui a été une belle PME qu'on a développée, qu'on a revendue à des Canadiens. Et puis ensuite une deuxième création d'entreprise où j'ai été assez vite rejoint par une associée, Métaphora, donc qu'on a également développé, qu'on a accompagné un certain temps, une dizaine d'années, qu'on a revendu à un groupe qui s'appelle Business et Décision, un groupe français. Et puis ensuite j'ai fait de l'investissement, du capital risque. Donc j'ai été baigné en fait par un peu les circonstances, hein, dans ce milieu de la création d'entreprise depuis presque l'âge de 24 ans, un tout petit peu plus que 24 ans. Alors, rentrons dans le sujet sur le processus de création d'entreprise, avec une question que moi je vais commencer à vous poser. Donc j'attends un retour un peu dense. Avec une question, c'est d'après vous, pourquoi est-ce que à un moment, quand les gens réfléchissent à un projet, pourquoi ils décident de se lancer? Alors, ce n'est pas les motivations qui les amènent à considérer la création d'entreprise, hein, ma question c'est, ça y est, ils ont les motivations, ils savent qu'ils veulent créer une boîte, ils ont travaillé sur un projet, à un moment, ils décident d'y aller, de se lancer. Qu'est-ce qui se passe d'après vous dans leur tête à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Donner corps au projet. Hein? Voilà. Alors j'aime beaucoup cette réponse-là, merci. Ils y croient. Ils y croient. Moi, j'aime bien cette réponse parce qu'effectivement, c'est une question de croyance. En fait, quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est un truc un peu particulier, mais on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher, on n'a pas de preuve que ça va marcher. On a une croyance plus ou moins forte et plus ou moins étayée dans le fait qu'on va y arriver. Et on va prendre un exemple. Hein. Et dans un processus de création d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que progressivement, cette croyance, on l'espère, si ça se passe bien, elle va se renforcer avec des éléments de preuve qu'on récupère sur le terrain, des éléments de tangibilité de cette croyance. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est en train de se poser la question de est-ce que véritablement cette croyance elle est fondée ou pas, on est en train de créer l'entreprise.
C'est un phénomène un peu mixte de validation et d'effectuation qui se passe en même temps. On valide le projet, l'hypothèse, et en même temps on est en train d'implémenter le projet. Alors, c'est en principe un processus comme ça, quand tout se passe bien. Et bien entendu, ce qui va se passer aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va essayer de valider des hypothèses, on va se rendre compte que certaines de nos hypothèses étaient fausses. Et donc on va faire des pivots, ce qu'on appelle des pivots dans le monde de la création d'entreprise, pour éventuellement instruire notre idée de départ un petit peu différemment, en se reposant la question, est-ce que cette nouvelle hypothèse, elle s'avère correcte ou pas? Et si tout se passe bien, après 1, 2, 3, 4, 5 pivots, on arrive à trouver finalement une configuration du projet qui est viable économiquement. Un exemple. On a reçu un garçon dans le Master Central ESSEC Entrepreneur en septembre 2012, donc qui nous a rejoints pour rentrer dans le programme, en nous disant, voilà, mon projet c'est ça. Dans 3 ans, mon entreprise, elle réalisera 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon. En vendant quoi? À des particuliers sur Internet et via des jardineries, des kits pour faire pousser chez soi des champignons. Voilà. C'est culotté, hein? Alors, à ce stade, d'ailleurs, est-ce qu'on a envie d'y croire ou pas y croire? Pas trop. Bof, on a envie d'en savoir plus. Mais vous voyez qu'à ce stade, on doit être dans une culture de doute bienveillant. On est bienveillant parce que c'est un jeune, il est en train de se poser des questions de création d'entreprise, donc on a envie de l'encourager. Mais on n'a aucune raison de le croire, plus que de ne pas le croire d'ailleurs. Mon gars, peut-être. Peut-être que tu y arriveras. Maintenant, comment tu vas faire pour nous le prouver? Comment tu vas t'y prendre pour qu'effectivement, tu sois capable de nous convaincre, nous, qui ne sommes pas porteurs du projet, que tu as des chances d'y arriver. Et on voit bien qu'il est face en fait à une quantité de questions à ce moment-là. Est-ce que je vais faire pousser des champignons de Paris? Est-ce que je vais faire pousser des pleurotes? Est-ce que je vais mettre ça comment, ce kit dans une boîte cadeau? Simplement au niveau du produit, ça se présente comment? Ça va être quoi ton kit? Tu dis un kit, mais c'est quoi précisément? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut, comme ça, faire pousser des champignons chez soi, dans un kit, dans une boîte? Prouve-le-nous. Tu nous dis que tu vas vendre sur Internet, que tu vas vendre à travers Nature et Découvert, des jardineries, Truffaut, etc. Ah bon? Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer? Est-ce que tu as rencontré ces gens-là? Est-ce que tu as essayé? Est-ce qu'ils t'ont donné un retour positif? Entrez. Entrez? Ah non, ils ne veulent pas entrer. Ils sont en train de regarder. Est-ce que tu as rencontré ces gens-là? Est-ce qu'ils t'ont donné un retour positif? Est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, à rajouter à leur linéaire ce type de produit? Et puis tu dis que tu vas vendre, mais tu vas vendre à qui? Est-ce que c'est les familles qui vont acheter parce qu'ils ont envie de rapporter quelque part chez eux, dans leur cuisine, un kit autour duquel les enfants vont finalement découvrir comment des champignons poussent? Un peu comme on a un bocal avec un poisson rouge chez soi, ou bien un peu comme quand on fait faire à ses enfants, je sais pas, moudre du blé pour faire de la farine, enfin tous les trucs que vous faites les week-ends pluvieux pour faire découvrir aux gamins. Voilà. Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est des bobos écolos qui se disent ça serait sympa de faire pousser des champignons chez soi, c'est bio, c'est sain, etc. Est-ce que c'est des gens qui sont des fans de jardinerie? Qui sont véritablement les clients? Donc tout ça, c'est les questions que ce garçon, Jérôme, se pose. Et à ce moment-là, ce ne sont que des hypothèses. Donc il a un champ devant lui de possibles, ou peut-être, il n'y a peut-être rien finalement qui va se passer. Et donc le boulot qu'il fait finalement à ce moment-là, à partir de septembre, c'est de travailler sur son projet, à essayer de le valider. D'accord? Avec d'ailleurs une étape encore à passer un peu plus tard, qui sera l'étape de l'industrialisation. Parce que quand bien même il arriverait à faire pousser quelques kits, enfin à faire pousser quelques champignons sur quelques kits, est-ce qu'il sera capable de le faire 1000 fois, 10 000 fois? Parce que pour faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires,
on imagine que le kit il vaut 10, 20 €, et bien il faut en vendre. Hein. Ça fait des kilos de kits et des kilos de champignons, hein, évidemment. Donc il y aura la question de l'industrialisation, évidemment, qui se posera. Alors, l'entrepreneur, il dispose de pas mal d'outils, j'étais un petit peu vite, voilà. Il dispose de pas mal d'outils, et en particulier des méthodos, et c'est d'ailleurs ça qu'on enseigne hein, dans les écoles de management, et pas que de management, d'ailleurs dans les écoles aussi d'ingénieurs, quand on fait de la création d'entreprise, c'est finalement quelle méthodologie on va suivre, comment on va s'y prendre pour répondre à cette question, au départ, est-ce qu'on va pouvoir créer ou pas une entreprise? Ça, c'est un formalisme qui s'appelle le Business Model Canva, qui a été imaginé par un prof, en l'occurrence de l'EPFL, qui s'appelle Alexander Osterwalder, et qui permet de représenter finalement une entreprise de façon assez simple. Alors, j'en ai représenté qu'une partie, mais vous voyez, ces 9 blocs décrivent finalement la boîte. C'est quelle est ma proposition de valeur, je m'adresse à quel segment de clientèle, donc c'est sur la droite, hein, les segments. Si mon truc veut bien fonctionner, voilà. Proposition de valeur, segment, comment je m'adresse à ces gens-là, quel type de relation j'établis avec eux, de quelles ressources j'aurai besoin dans l'entreprise, quels sont les processus que je vais dérouler dans l'entreprise, quels sont mes partenaires, mes coûts, mes revenus. Et là, on a une boîte. Et on voit que finalement, pour Jérôme, donc notre créateur d'entreprise en herbe, eh ben, il y a plein d'hypothèses possibles. Ça peut être ça. Ça peut être les familles, et puis un go-to-market à travers Internet ou à travers Nature et Découverte. Et là, la proposition de valeur, ce sera plus autour de l'éducation, de la découverte, alors que tout à l'heure, la proposition de valeur pour les jardineries, c'était un peu, enfin pour les jardiniers, c'était faites-le vous-même. Voilà. Et puis le bio-écolo, ben, c'est les valeurs, c'est sain, etc. Et puis je m'adresse à ce type de client. Donc Jérôme, eh ben, son boulot, et le boulot de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est d'aller sur le terrain. En l'occurrence, lui, il venait d'une formation Sciences Po. Donc autant vous dire que les champignons, il n'en avait pas vu pousser beaucoup. Et premier truc à faire pour lui, ça a été de trouver des experts sur le sujet. Il en a trouvé à Bordeaux. Donc il a été à Bordeaux pour rencontrer des gens qui connaissaient un petit peu des choses sur la pousse des champignons, des gens de l'agro, des gens de l'INRA qui l'ont aidé. Ensuite, il a été rencontré, il avait l'idée de faire pousser ses champignons sur du marc de café. Alors pourquoi le marc de café? Parce que le marc de café, quand vous passez le café dessus, c'est pasteurisé automatiquement et c'est un produit qui se dégrade très difficilement, donc il y a des circuits de récupération particuliers sur le marc de café. Et donc il se disait ça peut être pas mal de, en plus, faire pousser mes champignons, un kit et de faire de la récupération de déchets finalement, donc de revaloriser ce type de produit. Donc il a été voir Starbucks. Est-ce que ça vous intéresserait, monsieur Starbucks, de me confier votre marc de café pour que je fasse pousser des champignons dessus? Et oui, bon, il a eu une réponse positive. Il a été voir des jardineries. Alors certains n'étaient pas intéressés, d'autres étaient intéressés. Donc le boulot finalement, pour répondre à la question est-ce que ce projet il est viable ou pas, vous voyez que le boulot, en fait, ça consiste à essayer de le lancer. On est dans une démarche où on parle d'effectuation, on est dans une démarche où on se met en marche pour essayer effectivement de faire naître l'entreprise, et en même temps qu'on le fait, on valide ou on invalide un certain nombre de choses. Les stades de développement, du coup, quand on regarde la création d'entreprise et après, les stades de développement, c'est qu'au début, vous êtes à un stade qu'on appelle la formulation. En gros, vous êtes capable d'écrire les quelques lignes qui étaient écrites sur le slide précédent. Hein, je veux créer une entreprise qui fera 3 millions d'euros, blablabla. Mais à ce stade-là, franchement, vous êtes à risque sur à peu près tous les sujets. Risque produit, risque marché de ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui achètent des choses simplement parce que c'est nouveau, risque marché de masse, risque d'industrialisation, enfin, voilà. Tous les risques se portent sur votre projet. Au fur et à mesure que vous allez avancer, donc la stade de validation, d'amorçage, etc., vous allez dérisquer votre projet jusqu'à un moment arriver à une situation, on vous le souhaite, où la boîte, en fait, elle fonctionne. Pour la petite histoire, notre ami Jérôme, donc il a démarré en septembre, stade de formulation.
Il a commencé à rencontrer les différents acteurs dont je vous parlais pour finalement mettre en place un site internet au mois de septembre 2013, donc 1 an après. Ça prend donc énormément de temps, enfin, on l'imagine assez bien. Au début, il faut faire sur sa table un premier kit pour voir si effectivement on fait pousser des champignons. Alors au début ça ne marche pas, donc on recommence une fois, 2 fois, donc il faut travailler sur le produit, il faut travailler sur le packaging, il faut travailler sur le référencement, et tout ça, ça se fait évidemment en parallèle. On est en train de travailler à la fois le produit, le go-to-market, etc. Il a commencé à en vendre, et il en a vendu pas mal. Il est arrivé dans la période de Noël où il avait une traction de marché, ce qu'on appelle une traction de marché, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui s'intéressaient à son produit. Il a eu pas mal de presse d'ailleurs, parce que son truc est original et marrant, donc il avait pas mal d'effets de bouche à oreille, de communication positive qui se développait sur son produit. Et manque de chance, pour le moment, il en est au stade où il a rencontré un petit problème d'industrialisation de son processus, c'est-à-dire ce qu'il arrivait à faire à petite échelle, produire à petite échelle, il a rencontré un problème de production. Donc ils sont en train de travailler en ce moment. On est donc 18 mois après finalement le T0. Il est en train de travailler sur son processus de production pour voir comment il est capable de le stabiliser. Donc il se trouve dans la situation où il a des clients, beaucoup de demandes, et où malheureusement il a encore un petit problème sur sa chaîne de production. Dans ce parcours-là, il a découvert plein de choses. Il a découvert que, par exemple, ses clients, à 50%, achètent son produit, en fait, pas du tout pour ce qu'ils pensaient, mais pour faire des cadeaux. Et ça, vous ne le découvrez que quand vous essayez. C'est un truc qu'il n'avait pas imaginé. Du coup, il a fait un pivot en se disant, mais finalement, mon marketing et ma cible et mon segment adressé, c'est peut-être pas exactement celui que je pensais. Il a réorienté sa communication en accent sur le côté cadeau, puisque c'est ça, évidemment, que les gens achètent. Il est en train de se poser la question en ce moment sur la production, de dire, mais finalement, j'avais choisi de faire ça sur du marc de café, bon, qui était quelque chose de sympa parce que je me positionnais comme développement durable, recyclant, etc. Mais c'est peut-être ça qui fait que c'est compliqué à stabiliser. D'autres qui font des champignons, ils font ça sur de la paille qu'ils ont pasteurisée. C'est moins écologique, mais c'est peut-être quelque chose qui va mieux fonctionner. Donc on voit que dans le processus, en même temps, il teste, il valide ou il invalide, il change d'orientation. Et ce qu'on lui souhaite, on saura ça dans quelques semaines ou quelques mois, ce qu'on lui souhaite, c'est que, évidemment, il arrive à trouver la bonne configuration, bon segment, bonne façon de produire, bon canal de communication ou de commercialisation, qui fera qu'un jour, il arrivera à faire les 3 millions d'euros qu'il espérait en septembre 2012. Alors, ça, c'est le processus. Vous voyez d'ailleurs que ça fait apparaître ce qu'on appelle cette frontière entre ce que c'est qu'une start-up, on entend parler de start-up, mais qu'est-ce que c'est qu'une start-up par rapport à ce que c'est qu'une PME ou une TPE. Si demain vous décidez d'ouvrir une boulangerie à Cergy, pratiquement, vous ne serez pas une start-up, même si c'est une entreprise que vous créez. Et vous ne serez pas une start-up. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en place un business model qui est un business model qui est connu, validé. On sait vous dire pratiquement à l'avance, en fonction de la surface de votre laboratoire et la surface de vente, quel va être votre chiffre d'affaires dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que ce modèle est connu. Si vous êtes un boulanger et vous décidez d'intégrer complètement, de façon verticale, la chaîne de la valeur. Vous dites, moi je vais faire du pain, et pour me différencier des autres, je vais semer mon blé, récolter mon blé, moudre mon blé, faire ma farine. Voilà. Et ça va me donner un avantage concurrentiel. Imaginons que ce soit... Là, vous serez une start-up. Pourquoi? Parce que vous allez vous lancer sur une création d'entreprise dont le modèle économique n'est absolument pas validé. Est-ce que le positionnement que vous avez pris est le bon? Est-ce que le surcoût ou éventuellement les économies que vous faites en intégrant cette chaîne de façon verticale
c'est quelque chose qui est compatible avec la valeur perçue par le client. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles, pour l'instant, vous pouvez faire que des hypothèses. Donc, vous serez une start-up. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, dans ce parcours que fait Jérôme, au début, il est en train de chercher à valider son business model, et aujourd'hui, il ne l'a clairement pas encore validé. Hein. Il est encore dans cette phase où il peut être amené à faire encore des pivots avant de trouver la bonne façon de fabriquer des kits et de les vendre à des gens qui veulent faire pousser des champignons chez eux. Et on espère qu'après, il arrivera à passer cette frontière et il passera dans un stade qui est un stade qu'on appelle de décollage, où là, le business model est figé et on essaye d'industrialiser le plus possible ce modèle. Alors, ce processus qu'on voit, on peut le représenter aussi comme ça. Au départ, ça c'est l'axe du temps, ça c'est, on va dire, le degré de tangibilisation de mon projet. Au départ, je me lance dans une création d'entreprise avec une idée qui, au fur et à mesure du temps, va se transformer. On espère pour finalement un jour donner une entreprise qui est rentable, parce que c'est quand même ça le but du jeu, et je dirais même plus qui crée de la valeur. Ça veut dire qui crée de la valeur par rapport aux capitaux qui sont investis pour lancer cette entreprise. Mais bien entendu, il ne faut pas se cacher, ça peut aussi faire ça. C'est-à-dire que l'entreprise, bien entendu, parfois ne trouve pas de modèle viable et donc le projet s'arrête. Une des qualités de l'entrepreneur, d'ailleurs, ça doit être à la fois, et c'est un peu compliqué, à la fois d'avoir cette foi en son projet, on parlait de croyance, d'une part, mais de garder un sens du réalisme assez présent pour se rendre compte quand ça ne veut pas fonctionner, ça ne veut pas fonctionner. Quand le projet ne peut pas aboutir, il faut savoir s'arrêter. Il y a d'ailleurs une approche, une culture qui essaye de se développer, qu'on appelle du fail fast. Ça veut dire mourir vite, tant qu'à faire de mourir, faisons-le vite, pour qu'on ait le temps de rebondir, éventuellement de partir sur d'autres projets. Ce que je viens de vous décrire d'ailleurs, c'est une approche que, là aussi, si vous allez vers des formations à l'entrepreneuriat, ce sera des choses que vous approfondirez, une approche de Lean Startup, qui s'oppose parfois à une approche de business plan. De nouveau, c'est deux approches de la création d'entreprise qui sont un peu, on va dire, antinomiques, même si finalement, dans la réalité, l'entrepreneur est obligé de travailler avec ces deux choses-là. C'est la planification, j'essaye d'anticiper le plus possible avant de prendre une direction. Et pour valider quelque chose, je suis obligé aussi, évidemment, de tester les choses. Alors voilà le processus. Pourquoi est-ce que j'ai passé un peu de temps sur ce processus? Parce que dans ce que je vous ai raconté, vous voyez que ce que Jérôme mobilise, principalement, c'est du bon sens et de l'envie. Et c'est vraiment les deux premières qualités qu'il faut pour un entrepreneur. Et du coup, par rapport à notre question, est-ce qu'on peut créer quand on a 23 ou 24 ans? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Alors, je ne vous dirai pas, et surtout pas dans une école de management, qu'on n'a pas besoin de connaître un peu de stratégie, un peu de marketing, un peu de finance, etc. Bien sûr, on a besoin de connaître ça. Je vous dirais quand même, et vous le savez très bien, qu'il y a des quantités d'entrepreneurs qui se lancent sans avoir fait d'école de management et qui réussissent très bien. Ils se font simplement conseiller au fur et à mesure qu'ils ont des questions. Ils n'hésitent pas à poser des questions à leur expert comptable, à un juriste. Et voilà. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'on crée quand on est jeune, est-ce qu'on crée quand on a de l'expérience ou quand on a des connaissances? C'était le père de notre patron du MEDEF, Yvon Gattaz, qui était aussi patron du MEDEF, que ça s'appelle le CNPF à l'époque, quand il était patron du CNPF, qui disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'appétit, du bon sens et de la chance. C'est assez vrai, et dans ce qu'on voit du parcours possible de Jérôme, et j'aurais pu vous raconter le parcours de plein d'autres entrepreneurs qu'on a accompagnés, ce qu'il faut d'abord, c'est avoir envie de le faire. Et il faut avoir très envie de le faire. Parce que ce qu'on voit aussi dans le parcours de Jérôme, c'est que c'est un parcours qui est semé d'embûches.
C'est un parcours dans lequel on avance dans le brouillard complet. On a au départ une croyance, il croit qu'il va pouvoir fabriquer des kits, blablabla, mais en fait, on est 18 mois après, il ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Avec en plus une particularité, c'est qu'il a des ressources qui sont extrêmement limitées. C'est une petite entreprise créée par un garçon qui est un étudiant, qui n'a pas d'argent. Il est encore du coup un peu financé par papa-maman qui lui permettent de faire cuire quelques pâtes le soir pour dîner. Mais ça a une fin. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'arrivera jamais à trouver un modèle finalement viable, alors que pire, peut-être que ce modèle existe, mais il n'aura pas eu le temps de le tester, et il sera mort avant. Donc c'est un parcours qui est semé d'embûches, dans lequel on avance dans le flou, dans le brouillard, et c'est pour ça qu'il faut avoir chevillé au corps cette envie. Donc entreprendre à 23 ans, oui, si on a cet appétit. Oui, si on est à l'aise avec le fait de travailler dans des environnements qui sont totalement incertains. Si, et ce n'est pas une question d'âge, si on a 23, 30 ans, 40 ans et qu'on n'est pas confortable dans des situations qui sont ces situations de flou, il vaut mieux éviter la création d'entreprise. Comment est-ce que les jeunes voient ça? Alors il y a une étude qui avait été faite, elle n'est pas très récente, c'était en 2009, il y a maintenant 4 ans, et là je vais vous demander aussi de réagir, donc d'avoir une lecture très active des slides. C'est intéressant ça parce que cette étude, elle montre quelle est la vision finalement des jeunes sur la création d'entreprise. Question numéro 1, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. Mais là, on demandait de finalement noter les compétences et les qualités les plus indispensables à un chef d'entreprise, encore une fois, selon les personnes qui étaient interrogées, donc qui avaient 19 à 24 ans. Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous surprennent dans leur classement? Moi, je peux vous dire qu'il y en a un. Oui. Diriger une équipe, savoir commander et diriger une équipe. Ah oui, il le place en premier et donc toi, ça te surprend, c'est ça? Oui. Jérôme est seul. Alors Jérôme est seul parce que je ne vous ai pas complètement raconté l'histoire. En fait, Jérôme, Jérôme, ils étaient 10, ils sont 5. Parce que du fait de ce problème qu'il a rencontré, il a été obligé de se séparer de personnes qu'il avait embauché, en voyant l'attraction marché qui était énorme, il s'était dit « chouette, la bonne affaire, c'est super », et puis malheureusement, ce n'était pas la bonne affaire. Il a maintenant d'ailleurs un associé, Jérôme, et c'est un facteur clé de succès, ça d'ailleurs, de s'associer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est quand même un peu lourd à porter quand on est tout seul. Il vaut mieux avoir voilà, 1 ou 2 personnes, 2, 3, avec lesquels on peut partager ces instants de bonheur et ces instants, parce qu'il y en a plein, et ces instants un peu de déprime. Donc non, ça ne me surprend pas, et je trouve même plutôt bien que ce soit repéré comme quelque chose d'important, oui. Alors, j'entends pas avec la pluie, pardon. Ah oui. Ah oui, donc vous, ce que vous dites, c'est vous auriez bien mis être un expert dans son métier, sa techno, plus haut, c'est ça? Oui. Tout à fait vrai, j'abonde. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les créateurs, enfin, on parle de la légitimité du porteur de projet. On aura d'autant plus de chances de réussir, effectivement, qu'on est légitime par rapport au sujet sur lequel on entreprend. Et ça, d'ailleurs, ça ne disqualifie pas les jeunes. On pourrait se dire, bah oui, mais alors, il y a la légitimité, ça s'acquiert, et donc c'est à 30 ans qu'on va devoir créer, ou à 40 ans. Non. Les jeunes peuvent être des experts, par exemple, de la musique. Vous avez fait 10 ans de piano, 10 ans de conservatoire, et je pense à un projet en particulier qui s'appelle Wizik. Et vous avez donc fait des gammes pendant des heures et des heures et des heures.
et vous vous dites, j'aimerais bien trouver un logiciel qui me permette de faire mes gammes de façon beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est des jeunes qui ont créé cette boîte, qui marche d'ailleurs assez bien, sur la base d'une expertise finalement qu'ils avaient. Ils avaient beau avoir 20 ans ou 22 ans, ils avaient une expertise forte. Oui, c'est vrai qu'on pourrait remonter, enfin on aurait pu s'attendre à ce que ce truc-là soit un peu plus haut. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore? Oui. Aimer prendre des risques, vous voyez ça à quel niveau? Oui. Et vous vous dites, c'est quand même très risqué de monter une boîte, c'est ça? Ah oui. Mais quel est le risque finalement pour Jérôme? De perdre quoi? Tout perdre. Perdre quoi? Qu'est-ce qu'il a mis? Combien d'argent? Très peu d'argent pour le moment. Pour faire ce qu'il a fait, son temps. Alors, est-ce qu'il a perdu son temps, même si aujourd'hui il doit arrêter son projet? Alors, il a appris plein de choses et il a délivré des quantités de choses. C'est-à-dire qu'il a créé une entreprise, malgré tout, il a vendu un produit, il a inventé un produit nouveau, il a su le positionner, il a réussi à vendre, il a fait plein de choses. Il a embauché des gens, il a licencié des gens, il a acquis une expérience qui est extraordinaire. Ce qui aurait été très mauvais pour Jérôme, c'est si il était resté sur un projet de création d'entreprise, finalement en continuant pendant des semaines et des mois à se poser la question sur le sexe des anges, mais est-ce que ça serait plutôt tel segment de marché que tel autre? Est-ce qu'il faudrait plutôt faire... et qu'il ne rentre pas dans l'action. Tant qu'on est dans l'action, qu'on est en train de faire des choses et qu'on a des résultats, bien entendu, si on s'aperçoit au bout d'un mois, 2 mois, qu'on n'a finalement rien obtenu, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Donc le risque, c'est quoi? Le risque, c'est ça. C'est assez faible. Je peux vous donner encore un autre exemple de 3 jeunes centraliens qui sont venus me voir un jour en me disant on veut créer une entreprise. Alors ils étaient encore à l'école. Hein. Bon, parfait, c'est super. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire du conseil. Ah, vous avez déjà fait du conseil dans vos stages, etc. Non, jamais. Bon. Mais précisément du conseil sur quoi? Ben, on aime bien le milieu hospitalier, on voudrait travailler avec le milieu hospitalier. Ah bon, mais vous êtes centralien, vous n'avez pas fait d'études de médecine, ni de bio. Oui, mais comment est-ce qu'ils ont fait en fait? Pendant 1 an, ils ont fait des missions, donc ça demande un certain culot d'une certaine façon. Hein. Ils ont été voir des directeurs d'hôpitaux. Ils leur ont dit, ben, écoutez, d'abord, ils ont été reçus, ce qui était sympa. Dit au directeur d'hôpitaux, écoutez, voilà, on est centralien, on est ingénieur généraliste, donc on ne sait pas faire grand-chose. On est jeune, on n'a pas d'expérience, mais le monde de la santé nous intéresse, on pense qu'il y a des choses à faire. Le monde de l'hôpital nous intéresse, on pense qu'il y a des choses à faire. Est-ce que vous nous autorisez à passer du temps chez vous? Par exemple, on va regarder la chaîne du médicament dans l'hôpital, ou bien on va regarder la chaîne logistique de la salle d'opération, et puis on vous fera une note d'étonnement. Et peut-être quelques recommandations. Et ça ne vous coûte rien. Et les directeurs d'hôpitaux, plusieurs directeurs d'hôpitaux leur ont dit, ben oui, c'est sympa, votre démarche est sympa, ce qui est quand même un engagement de la part du directeur, hein, parce que ça veut dire de briefer ses équipes, qu'il y a des jeunes qui vont rentrer dans l'hôpital, qui vont aller dans la salle d'opération, ah bon, mais c'est qui ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Bon, ça c'est fait, et en fait, pendant 1 an, ils ont appris ce métier. Ils ont créé finalement une boîte qui s'appelle Adopal, qui existe, ça fait 10 ans qu'ils ont créé cette société, qui s'est développée, voilà. Quel risque ils ont pris pendant 1 an? Rien. Ils étaient en permanence en train d'apprendre des choses. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais s'ils étaient rentrés chez McKinsey, A.T. Kearney, donc des boîtes de conseil, et s'ils avaient été dans la practice santé de McKinsey ou de BCG ou de n'importe quel cabinet de conseil, ben, ça aurait peut-être été mieux parce qu'ils auraient peut-être appris plus vite, avec des seniors qui les auraient encadrés, ils auraient été payés. Donc ça c'est bien pour papa-maman parce que ça fait des charges un peu moins lourdes, ça compte. Bon, au bout d'1 an, 2 ans, les 3 jeunes dont je parle, ils étaient capables de se payer à la fin de la première année. Aujourd'hui, ils sont les patrons de cette boîte.
Donc, d'un point de vue économique, d'ailleurs, on ne rentrera pas dans le détail, mais ils ont largement rattrapé ce que finalement ils avaient perdu pendant un an et demi, par rapport à ce qu'ils auraient vécu s'ils étaient allés chez McKinsey ou autre, ou à Kearney. Donc la question du risque, oui, elle peut se poser si vous engagez beaucoup d'argent. La plupart du temps, à 23, 24 ans, on n'a pas d'argent, hein, enfin, sauf si on est héritier d'une grande famille. La question du risque, elle peut se poser si on perd du temps, clairement. La question du risque, elle peut se poser aussi si on fait n'importe quoi. Être chef d'entreprise, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que si vous avez des employés, on parle de Jérôme, et que ces employés se blessent, il est responsable de la sécurité des gens avec qui il travaille. Et il peut aller en prison, hein. C'est du pénal. Donc, mais d'une certaine façon, c'est le même risque que vous prenez quand vous prenez votre volant. Si vous buvez, que vous prenez votre volant et que vous écrasez quelqu'un, ben, vous allez en prison aussi. Donc la question du risque, il faut la relativiser, hein. Mais c'est une des questions justement que vous verrez sur un slide, un des derniers slides. Moi, il y a une chose qui me surprend. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous surprennent là? Oui. Ah oui, alors qui sont avoir un diplôme reconnu. En fait, moi, ça ne me surprend pas. Je trouve que... D'abord parce qu'il y a des quantités d'entrepreneurs qui ne sont pas diplômés de rien du tout, hein, et qui réussissent très bien. Tous les exemples que vous avez pris, c'était des gens qui avaient fait Centrale et vous ne nous avez pas cité un particulier qui est venu vous voir en disant j'ai une super idée. Voilà, oui, c'est vrai. Je n'ai pas cité d'exemple de gens qui n'ont pas fait d'école. Tout à fait vrai, parce qu'on est dans une enceinte ici où il y a des gens qui sont en train de considérer le fait de rentrer dans une école. Mais les gens qu'on accompagne, par exemple, chez Paris Région Lab, c'est à toute origine. Il n'y a pas la question du diplôme. Et alors en particulier, dans le monde de la création d'entreprise, alors c'est vrai qu'en France, on est de manière globale dans le monde de l'entreprise sensible au diplôme. Dans le monde de la création d'entreprise, c'est beaucoup moins vrai. L'écosystème est beaucoup plus sensible en fait au ce qu'on appelle le track record, qu'est-ce que les gens ont réalisé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les diplômes, en fait, c'est pas tellement les diplômes qui sont utiles là, pour la création d'entreprise, si vous rentrez à l'ESSEC ou si vous rentrez dans une grande école, c'est le réseau. Et c'est le réseau non pas parce que vous êtes ESSEC, vous arriverez à vendre votre projet, votre produit à des ESSEC. C'est parce que vous êtes ESSEC, vous pourrez appeler n'importe quel ESSEC en lui disant finalement, tiens, tu vois, je suis en train de travailler sur telle question, qu'est-ce que tu en penses? Jérôme, par exemple, ça peut être très intéressant pour lui de rencontrer des anciens qui sont dans le circuit de la grande distribution de ce type de produit. Ça peut être très intéressant pour lui de rencontrer des anciens qui sont dans des chaînes de production d'industrie agroalimentaire pour valider des hypothèses. Et ça, c'est énorme de ce point de vue-là. Non, moi, il y a un truc qui me surprend énormément dans cette histoire. C'est faire beaucoup de démarches commerciales. L'entrepreneur est le premier vendeur et le vendeur permanent matin, midi, soir de son projet. Il le vend à ses salariés, il le vend à ses associés, il le vend à ses fournisseurs, et alors en particulier au début, quand il n'y a rien à voir, quand c'est qu'une idée, et qu'il va falloir tirer derrière soi des fournisseurs, des chaînes de distribution qui vont s'engager à dire « Ok, je réserve 3 mètres de linéaire à partir de septembre pour mettre les produits de cette société ». Il faut être en permanence capable de vendre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ici? Il faut que je surveille un tout petit peu l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un a l'heure. 1h05. Ah mais non, mais j'ai ça là, pardon, excusez-moi, 2h05. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ici dans les idées reçues concernant les chefs d'entreprise? Vouloir gagner beaucoup d'argent, et donc on est soit tout à fait d'accord, hein, plutôt d'accord ou pas vraiment d'accord. Avoir un diplôme reconnu, on le retrouve ici. Voilà. Des choses qui vous surprennent.
Pardon? Avoir beaucoup d'argent à investir dans le projet. Alors ça, c'est considéré comme finalement assez vrai par ces jeunes, alors que, en fait, ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a des projets, on parle d'intensité capitalistique. Il y a des projets ou de coût d'entrée dans un projet. Il y a des projets, le projet d'Adopal dont je parlais tout à l'heure, donc ces 3 jeunes centraliens, clairement, il faut bien sûr qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins pendant 1 an, et ça c'est papa-maman, c'est ce qu'on appelle le Love Money, ça porte bien son nom. Hein. On parle aussi des 3 F, Family, Friends and Fools. Je vous laisse traduire. Voilà, au début, il y a évidemment un petit soutien, mais qui est relativement faible. Il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus intenses en capital. Hein. Alors peut-être que les jeunes qui étaient interrogés pensaient à ces projets-là. Est-ce que vous voyez des choses qui vous surprennent? Beaucoup de temps à la gestion financière et aux tâches administratives. Alors moi, ça me surprend beaucoup. Parce qu'on a l'habitude, évidemment, en particulier en France, de beaucoup se plaindre de la lourdeur administrative, etc. Mais il ne faut pas se tromper de métier. L'entrepreneur, ce n'est pas celui qui va s'occuper des tâches administratives. Et s'il s'en occupe, c'est plutôt très mauvais signe. L'entrepreneur, il va être à s'occuper de la production, il va être à s'occuper du commercial, il va être à s'occuper du marketing. Et tout le côté administratif, il va essayer de le faire en sous-traitance dans un premier temps à un expert comptable qui d'ailleurs sera beaucoup plus qualifié que lui pour le faire. Donc cette lourdeur, elle existe peut-être, hein, et ce n'est pas le débat de cet après-midi, mais elle ne doit pas entraver le travail de l'entrepreneur. C'est quelque chose qu'il ne doit pas voir. Faire beaucoup de démarches commerciales, c'est marrant parce qu'on le retrouve quand même là. Et là, il y a une vision qui est assez claire du fait que... Alors, ça ne vous fait pas réagir aussi? C'est marrant, je trouve que c'est aussi assez français d'imaginer l'entrepreneur comme le gars génial qui a une idée extraordinaire. Il y a des quantités d'entreprises qui sont extrêmement simples. On a cette année, dans le programme du master spécialisé Central ESSEC Entrepreneur, un garçon qui nous a rejoints, qui terminait des études de travaux publics. Et c'est un garçon qui, à 15 ans, s'est mis à tondre des pelouses. Parce que là... Et puis à un moment, il s'est dit, mais c'est idiot, je ne devrais pas tondre des pelouses, je devrais plutôt vendre à mes voisins le fait que je vais tondre leurs pelouses et je devrais plutôt embaucher des gens pour tondre des pelouses à ma place. 14-15 ans, hein. Donc il a réussi à faire en sorte que quelqu'un, pour lui, crée la société, qu'il a donc lancée. Et puis après, il s'est dit, mais tiens, je pourrais aussi faire des petits travaux, ou faire des petits travaux de réaménagement d'une chambre, d'une cuisine, etc. Quand il est... Cette année, sa boîte fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'idée. Il fait un métier, enfin voilà. Alors, c'est du service à la personne, ils tondent des pelouses, ils coupent des haies, ils arrangent des jardins et ils mettent du papier peint. Hein. Il vient dans le programme d'ailleurs parce que malgré tout, il se dit, bon, c'est des trucs un peu alimentaires, donc ça ne l'intéresse pas trop, même si économiquement ça lui rend bien service évidemment, mais et il vient justement pour essayer de donner un peu plus d'ambition à un certain nombre de projets. Mais vous voyez que cette idée de l'idée, on dit aussi, une création d'entreprise, c'est 5% d'idées, 95% d'exécution. L'entrepreneur, et on le voit bien dans l'histoire de Jérôme. Jérôme, il a une idée au départ. Ok, c'est des kits pour faire des champignons. Parfait. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste depuis 18 mois, c'est du boulot. C'est du travail. C'est de la rigueur. C'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller rencontrer des gens. C'est d'essayer de faire effectivement son premier kit, son deuxième kit, son 10e kit, son 100e kit. C'est de rencontrer, c'est d'avoir des rendez-vous avec Jardiland, avec machin. C'est de faire un site internet. C'est de regarder ce qui se passe sur son site. C'est d'acheter des Google AdWords, de regarder effectivement si ça génère de l'attraction, mais qui sont les gens qui viennent acheter. C'est du boulot. Ça ne demande plus d'être génial. Quand on voit certains, je prends souvent cet exemple, les boulangeries Paul, superbe entreprise.
Mais ils font quoi? Ils vendent du pain et des croissants. Avec un certain packaging, voilà. Il y a une petite idée au départ qui se dit, tiens, il y a probablement un segment de marché où on pourrait se positionner en installant un concept de boulangerie un peu bobo, on va mettre des choses plutôt en bois, on va mettre de la farine par terre pour faire genre c'est la campagne, et on va vendre nos croissants 10% plus cher et notre pain 20% plus cher. Concept qui marche. Donc ça, c'est l'idée au départ. Je veux pas rabaisser cette idée-là. C'est pas, comme on dit, du rocket science. En revanche, c'est des gens qui exécutent parfaitement. Et donc, ils ont une boîte qui est remarquable, parce que l'exécution est parfaite. Savoir diriger, oui, pas de surprise. Les principales motivations qui poussent les jeunes vers la création, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Ah oui, l'indépendance ici, qui arrive, ouais. Moi, je trouve que c'est moins surprenant. Je n'ai pas de remarques particulières. C'est vrai, on peut se poser la question de l'indépendance, mais on voit bien quand même l'épanouissement, la réalisation d'un rêve, se lancer un défi. Gagner de l'argent, c'est vrai que ça n'arrive pas en premier. Et dans tous les entrepreneurs que je rencontre, il ne faut d'ailleurs pas le faire pour ça. Et si vous le faites pour ça, vous risquez probablement d'aller au-devant de graves déconvenues. Parce qu'il y a des quantités d'entreprises sur lesquelles vous allez vivre correctement, mais où vous ne ferez pas forcément fortune. Et surtout, si vous créez une boîte pour gagner de l'argent, et pour en gagner beaucoup, hein, très probablement pendant 12 mois, 24 mois, il va se passer exactement le contraire. Et si vous n'êtes pas préparé à ça, vous serez évidemment extrêmement malheureux. Hein. Voilà, donc là, pas trop de surprises. Les principaux freins. Alors, on a commencé à en parler et on retrouve des choses, demandent beaucoup d'argent, on a réagi dessus. Le risque, on a réagi dessus. Les responsabilités, on a réagi dessus. Est-ce que je me sens capable ou pas? Alors ça, c'est vrai que les trois jeunes dont on parlait tout à l'heure, hein, ou Jérôme, quand même, et c'est assez fascinant, ça demande d'avoir un certain culot quand même. De se dire comme ça, allez, on va monter une boîte de conseil dans le monde hospitalier, alors qu'on ne connaît rien au monde de l'hôpital et qu'on ne connaît rien au monde du conseil. Mais avec du bon sens, ils se disent, OK, on va passer 1 an à apprendre. Finalement, et la preuve que ça marche. Hein. Donc oui, certainement, il faut une petite dose ici de confiance en soi, hein, clairement. Une petite dose, probablement une grosse dose. Oui, ça demande beaucoup de travail. C'est ce qu'on montrait dans l'exemple de Jérôme, hein, dans l'histoire de Jérôme. Donc pas beaucoup de... Quelques exemples, vous les voyez, tiens, justement, c'est lui, Jérôme. C'est ça, son kit. Et là, il y a des champignons, on ne les voit pas bien dessus. Ça, c'est une autre équipe, Aurélien. Il voulait faire des montres à gousset. Surfer sur la tendance vintage. Ça marche pas mal. Louis Bataille, un type assez étonnant, lui, il a simplement, entre guillemets simplement, noté que pratiquement toutes les régions de France jouent du terroir, dans le Calvados, les fromages, les pommes, le cidre, etc., dans le sud-ouest, le foie gras, le vin, et dans l'Île-de-France. Et dans l'Île-de-France, ouais, mais pas de trucs agroalimentaires. Et pourtant, dans l'Île-de-France, il y a des quantités de choses. D'abord, il y a la Seine-Maritime, il y a les Yvelines, il y a du blé, il y a du miel, le miel du Gâtinais, il y a les violettes de Milly-la-Forêt, il y a énormément de choses. Il s'est dit, nous, on va faire une marque, alors ça s'appelle les Deux Gourmands, où on va surfer sur, justement, ça, le terroir Île-de-France. Et ils ont lancé un premier produit, ils en ont plein dans la tête qui vont, après, j'espère pour eux, sur lesquels ils vont travailler. Un premier produit qui sont des biscuits qu'ils vendent dans des épiceries plutôt, on va dire, moyen haut de gamme. Et pareil, même travail pour lui que pour lui que pour lui. C'est du temps, du travail pour transformer cette idée. Ça prend 5 minutes. Hein. Une idée par jour pour un entrepreneur.
Mais après, c'est des semaines et des mois de validation ou d'invalidation d'un certain nombre d'hypothèses. Eux, alors c'est lui, Pierre-François, qui était avec nous dans le programme de master il y a 2 ans. Ils sont maintenant tous les deux d'ailleurs dans la Silicon Valley. Ils ont développé un produit que vous connaissez peut-être d'ailleurs, ceux qui sont encore étudiants. Moi, c'est marrant parce que ce produit, c'est un jour ma fille qui m'en a parlé, alors que je le connaissais bien. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un produit qui s'adresse aux écoles ou aux universités, qui est destiné à permettre aux étudiants de ces écoles ou de ces universités de formaliser en fait leur profil psychologique à travers un questionnaire de dizaines, centaines de questions. On vous dit si vous êtes plus ceci ou moins cela. Et après, vous matchez ce profil avec les profils cibles de centaines de métiers. Ça s'appelle Talent Today. Leurs produits. Donc, pour les jeunes qui sont en train de chercher une orientation, ils se disent finalement qui je suis, et si je veux être, je ne sais pas, cambiste, ça n'existe peut-être plus, mais dans une salle de marché, ou si je veux être policier, ou si je veux être juge, est-ce que mon profil correspond au profil type de ces métiers-là? Je vous disais que c'est ma fille un jour qui me dit « Tiens, papa, t'as vu, j'ai vu un super produit, je trouve ça génial. » Donc c'était une boîte que je suivais dans le master depuis 1 an. C'était assez marrant de retomber sur ce produit-là comme ça. Ils sont partis aux États-Unis, eux, parce que à l'occasion d'un séjour aux US qu'on fait dans le master, en l'occurrence, ils avaient pris des contacts avec des Stanford, avec des Berkeley, etc. Ils se sont rendus compte que la traction du marché américain et les vitesses de décision étaient bien meilleures là-bas. Du coup, ils ont décidé d'aller s'installer. Ils ont levé récemment 700 000 € de capital auprès de Business Angel pour pouvoir partir. Voilà quelques exemples. Alors, je vois qu'il est l'heure de... C'était d'autres exemples, ça, de boîtes qui sont nées, et de nouveau portées par des jeunes. Vous voyez la tête de... Et les questions que finalement on s'est posées tout au long de l'intervention. Celle-là on l'a traitée, celle-là on l'a traitée, celle-là on l'a traitée, celle-là on traite. Alors la question de l'idée d'ailleurs, il y a 2 façons d'aller vers la création d'entreprise. C'est soit vous avez une idée et vous vous lancez, soit vous rejoignez une équipe. Et vous rejoignez dans un incubateur ou ailleurs une équipe qui cherche un associé. On fait ça beaucoup aussi dans le master en question, d'intégrer finalement des participants au programme à des entreprises qui existent. Si on prend quelques exemples, voilà, Making Prod, Yaron Maman, j'essaie de faire marcher mon... Voilà, qui est là. Lui, il avait rejoint cette société, Making Prod, il en est devenu associé depuis. C'est une société qui fait de la production de cinéma, enfin de films pour la télévision. Une boîte qui doit faire un petit peu moins de 20 millions € de chiffre d'affaires aujourd'hui. Adionix, c'est une boîte qui était dans l'incubateur de Centrale, et Nicolas Hetz, c'était donc un des participants au programme, un peu plus âgé quand même, 31 ans, qui a rejoint cette structure. Voilà. On arrive à nos 14h20, donc je vais m'arrêter. Peut-être vous avez 1 ou 2 questions, sachant que... Oui ? Alors, pour créer une boîte, il n'y a pas d'âge. Quand vous avez 20 ans, l'avantage, c'est que vous avez peur de rien. Et parfois, d'ailleurs, c'est un peu aussi le danger. Vous êtes un peu naïf et vous foncez un peu trop vite dans le mur. Vous n'avez pas de charge, donc finalement, pas de gros besoins financiers. Vous êtes extrêmement mobile dans votre tête pour envisager plein de scénarios différents. L'inconvénient, c'est vous n'avez pas d'expérience, donc vous allez faire des erreurs et des bêtises dans votre propre entreprise. Et soit l'entreprise sera suffisamment solide pour finalement se payer ces erreurs-là, soit malheureusement ça vous coûtera la boîte. Mais voilà, donc c'est à la fois
des avantages, des inconvénients. Vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez en général une famille, des enfants d'ailleurs qui vont commencer à faire des études, ça coûte cher, donc vous avez des contraintes financières qui sont lourdes souvent. Bien sûr, l'avantage, c'est que vous avez de l'expérience, un réseau. Voilà. Est-ce que c'est mieux 20 ans, 30 ou 40 ? Il n'y a pas de réponse, évidemment, à cette question. Moi, la seule chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister, c'est que c'est possible à 20 ans. Et il y en a des quantités d'exemples. Alors, dans le master spécialisé, pour répondre à votre question, en fait, on a un tiers, un tiers, un tiers. On a un tiers de jeunes diplômés, on a un tiers de jeunes professionnels, donc des gens qui ont 30 ans, et un tiers de cadres expérimentés. Le doyen chez nous, il y a 1 ou 2 ans, il avait 52 ans, ou 53 ans. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, dans une promotion, d'intégrer ces 3 types de profils, parce que finalement, tout le monde est égal devant la question de la création d'entreprise. Et les anciens, entre guillemets, sont un peu secoués par les jeunes. Les jeunes sont un peu calmés par les anciens, et ça leur évite parfois bien des bêtises. Et ça fait une alchimie qui marche très très bien. Au point d'ailleurs qu'on voit des associations se créer. Une boîte il y a 2 ans, Axonea, qui a été créée par un médecin, donc 40 ans, ophtalmo, un expert de la DMLA, qui était venu dans le programme parce qu'il avait des envies de création d'entreprise. Il était arrivé d'ailleurs sur des projets qui finalement n'ont pas abouti, qui étaient des fausses bonnes idées. Et il a finalement rebondi en créant donc une société avec 2 autres participants du programme qui étaient des jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est peut-être pas une question, c'est peut-être un retour d'expérience, mais souvent vous employez la première personne pour si je me plante, j'aurai plus de mal à retrouver un emploi, etc. Et par contre, les exemples que vous donnez sur les équipes que vous avez connues montrent à chaque fois une image où il y a 2 personnes, voire 3 personnes. Ah oui. Je pense qu'il est extraordinairement important quand on crée une entreprise de ne pas le faire seul. Alors, ça ne veut pas dire forcément que l'idée essentielle à partir de laquelle on a construit son business ne vient pas d'autres personnes que de vous, mais il est extraordinairement important de pouvoir avoir au moins 3 compétences qui peuvent se rejoindre et se focaliser sur le développement de votre activité. C'est d'une part une personne qui est capable de pouvoir gérer la technologie d'un outil, d'une application, etc. Donc le technicien, le commercial et le financier. Pas forcément les associés, mais au moins avoir dans le périmètre le plus proche du fondateur ces 3 expertises qui vont, j'ose dire, bousculer la création de l'idée, le business model, etc. pour pouvoir faire émerger une solution qui puisse être crédible. Et donc on ne l'arrive pas, surtout quand on a 20 ans, à le faire seul, on le fait qu'à plusieurs. Et statistiquement, une équipe qui se lance dans un projet d'entreprise à plusieurs a 3 fois plus de chances de pouvoir réussir que celui qui va tout seul la fleur au fusil. Je souscris à 100% à ça, clairement. C'est un facteur clé de succès. Une façon d'ailleurs de procéder quand vous êtes seul au départ et pendant que vous cherchez des associés, c'est de constituer ce qu'on appelle des advisory boards. Donc, qui sont des structures qui sont informelles, hein. Il n'y a pas de structure administrative derrière, hein. C'est juste un groupement de 2-3 personnes expérimentées sur différents thèmes qui vont venir passer du temps avec vous, le temps que vous trouviez effectivement des compétences en interne. Et sur les statistiques, oui, une boîte, on va dire, en moyenne, elle a une durée de vie ou une espérance de vie à 5 ans de 50%. Ça, c'est les stats que vous entendez, j'imagine, où vous lisez dans les journaux, etc. Quand on regarde les entreprises qui sont accompagnées, donc où il y a des associés, etc., on arrive à des taux de survie à 5 ans de plus de 80%. Donc on parlait aussi de la question du risque, hein, mais parce que ça évite en effet le fait de pouvoir confronter ses idées, de rentrer dans pas mal de choses trappes. Autre question? Ou pas de questions? Écoutez, merci de votre attention. Bonne continuation dans les différentes
animations, conférences, que sais-je, de la journée. Et puis peut-être pour certains d'entre vous, à bientôt, on verra. Voilà, bonne fin de journée.